Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage matinal. D'habitude, quand on cherche à analyser un conflit militaire, on s'attend à une certaine précision géométrique, on va dire. C'est ça, oui. On regarde une carte, on trace une ligne, et puis voilà. Exactement. On repère les tranchées, on pointe du doigt et on se dit simplement, c'est là que ça se passe. Sauf qu'en ce matin du 3 avril 2026, l'actualité nous rappelle de manière assez brutale que cette belle carte, elle est devenue complètement obsolète. Absolument. Le champ de bataille aujourd'hui, il ne se limite plus du tout à la géographie terrestre. Il s'étend dans les airs, sur les réseaux électriques et jusque dans les terminaux pétroliers à des milliers de kilomètres. Et c'est justement ce qu'on va aborder aujourd'hui dans notre analyse en profondeur des événements en Europe. On va décrypter l'évolution de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine et surtout les ondes de choc mondiales des 2 dernières semaines. Mais avant de plonger là-dedans, il faut préciser que cette analyse est sponsorisée par ProWave AI. Tout à fait. Et elle est générée par Stylo News, qui est l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Ce qui est un point vraiment central pour comprendre comment on travaille ici. L'avantage d'utiliser l'IA de Stylo News, c'est qu'il s'agit en fait de la version grand public du logiciel Stylo Intellops. Voilà, c'est-à-dire que notre audience a aujourd'hui un accès direct aux mêmes outils d'analyse que ceux qui sont conçus pour les décideurs gouvernementaux ou les planificateurs militaires mondiaux. C'est une puissance de traitement incroyable, parce que la pile de documents que l'IA a compilés pour nous ce matin, elle est massive. On a épluché des rapports de renseignement croisés avec des articles du Moscow Times, du Kiev Post, de Reuters. Sans oublier les images satellites de ces derniers jours et l'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc la mission de notre décryptage aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette guerre des drones redessine complètement les frontières. On va analyser la réaction de l'OTAN face à ces menaces hybrides et expliquer l'impact de la politique américaine et du Moyen-Orient sur l'Europe. Et comme d'habitude, on aborde tous ces faits avec une stricte neutralité. L'idée, c'est d'examiner les différentes perspectives, sans aucun parti pris. D'accord. Alors, commençons par cette redéfinition du champ de bataille dont vous parliez. Les rapports de fin mars y documentent une escalade assez stupéfiante. La Russie a lancé une attaque d'une ampleur logistique vraiment inédite. Oui, on parle de 442 drones déployés en une seule nuit contre de multiples régions ukrainiennes, principalement des systèmes de type Shahed ou Gérant. 442 drones en quelques heures. Ce n'est plus du tout de la frappe chirurgicale, là. On est sur une vraie stratégie de saturation. Exactement. Et le détail crucial dans nos sources, c'est que ces essaims de drones étaient accompagnés d'au moins un missile Kinjal. Alors, attendez, pour bien comprendre la mécanique ici, pourquoi utiliser un missile Kinjal, qui est une arme de haute technologie très coûteuse, au milieu d'une centaine de drones qui, eux, valent très peu cher? En fait, la tactique est redoutable. Les centaines de drones lents, ils servent simplement d'appât. Ils saturent complètement les écrans radars. Ah, je vois. Ça force les défenses ukrainiennes à utiliser toutes leurs munitions. C'est ça. Et une fois que le bouclier est affaibli ou juste distrait, le Kinzhal est lancé. C'est un missile hypersonique. Donc c'est comme un poignard volant à une vitesse extrême. Ça ne laisse littéralement aucun temps de réaction au système de défense. Et le but principal de ce missile, c'est de l'infrastructure énergétique, c'est bien ça, hein? Oui, détruire les infrastructures critiques, plonger les villes dans le noir. Mais l'Ukraine ne se contente plus de subir. La réponse montre une évolution de tactique majeure. Au lieu de rester sur la défensive, ils ont frappé très très loin sur le territoire russe. Absolument. Les images satellites sont sans appel. L'Ukraine a ciblé le terminal pétrolier de Novatek à Ust-Luga. Et les rapports parlent d'une réduction de 60% de sa capacité opérationnelle, c'est énorme. C'est un coup dur, oui. Et il y a aussi eu des incendies majeurs au port d'exportation de Primorsk. Pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, c'est une installation qui gère normalement plus d'1 million de barils par jour. Sans oublier les frappes sur l'usine d'aviation de Smolensk. Et on note aussi que l'Ukraine a démontré une supériorité navale impressionnante lors d'exercices avec l'OTAN, avec ses fameux drones de surface. Donc décortiquons un peu ça. L'analogie qui me vient, c'est comme un match de boxe où, au lieu de frapper l'adversaire, on s'attaquerait directement à son approvisionnement en eau et en oxygène. Pourquoi l'énergie est-elle la cible absolue des deux côtés? Ce qui est fascinant ici, c'est la logique implacable de la guerre économique. Du point de vue ukrainien, frapper le pétrole russe dans la mer Baltique, ce n'est pas symbolique. On ampute directement les revenus en devises étrangères qui financent la guerre de Moscou. Ouais, on coupe le robinet financier en gros. C'est ça. Mais il y a aussi un impact tactique. Ces drones ukrainiens volent très bas. Ils épousent le relief, ce qui les rend presque invisibles pour les radars longue portée russes. Et ça oblige la Russie à réagir comment concrètement?
Ils doivent prendre une décision très difficile. Ils retirent leur système de défense courte et moyenne portée, comme les Pantsir, de la ligne de front en Ukraine. Ah oui, pour les redéployer autour de leur propre raffinerie, à des centaines de kilomètres de là. Exactement. C'est une manœuvre de diversion à l'échelle continentale, en fait. D'accord. Et du côté russe, alors? Quelle est la justification pour ces frappes massives sur le réseau électrique ukrainien? Pour la Russie, détruire l'énergie obéit à une doctrine stricte d'épuisement. L'objectif, c'est d'imposer un coût physique et psychologique insoutenable aux civils. Sans électricité, la logistique est paralysée, le chauffage disparaît. Le but politique étant de briser le moral pour forcer les concessions diplomatiques. Mais il ne faut pas oublier, au milieu de toute cette technologie, le coût humain. L'attrition ne concerne pas que des transformateurs électriques. Non, bien sûr, le coût humain reste la métrique la plus sombre. Les rapports de la Croix-Rouge sont glaçants à ce sujet. Ils documentent l'échange mensuel d'environ 1000 corps entre les deux pays. 1000 corps échangés chaque mois. C'est un rappel assez brutal de la réalité des tranchées. C'est le reflet de l'enlisement tragique sur la ligne de contact, oui. Surtout autour de Pokrovsk à l'est, où l'armée russe maintient une pression tactique constante. Les avancées se mesurent souvent en mètres. Et cette stratégie de saturation, elle déborde désormais du territoire ukrainien? L'Europe entière commence à ressentir une pression très concrète sur son flanc nord. Tout à fait. Les données de Stylo Intel Ops recensent de multiples incidents en Finlande et en Estonie. On parle d'incursions de drones, mais aussi d'un brouillage systémique des signaux GPS. Mais concrètement, qu'est-ce que ce brouillage implique pour ces pays? C'est de la guerre hybride pure. En brouillant le GPS depuis des bases proches, on ne détruit rien physiquement, mais on perturbe gravement la vie civile. Les avions commerciaux perdent leurs repères, la logistique maritime est aveuglée. Ça instaure un climat d'insécurité permanent, en fait. Voilà, et on teste les temps de réaction de l'OTAN au passage. Surtout que ce climat est renforcé par des fuites médiatiques. Le journal allemand Bild a publié une carte montrant un plan d'invasion russe potentiel dans les pays baltes, en passant par la Biélorussie et Kaliningrad. Et presque simultanément, le cadre juridique russe a évolué. La Russie a élargi les pouvoirs de Vladimir Poutine, l'autorisant à déployer des troupes à l'étranger sous prétexte de protéger des citoyens russes. C'est un détail juridique, mais avec des implications géopolitiques énormes, non? Historiquement, oui, ce type de loi sert souvent de justification légale pour des interventions futures. Et face à tout ça, l'Europe réagit. La Commission européenne a approuvé le programme EDIP, doté de 1,5 milliard d'euros pour augmenter la production d'armes d'ici 2027. Et la France révise sa planification militaire, mais franchement, 1,5 milliard pour toute l'Europe face à une économie de guerre russe, c'est pas un peu dérisoire? C'est une observation légitime. En fait, ce montant n'est pas fait pour acheter des armes, c'est un fonds d'amorçage. Ça sert à inciter les industriels à ouvrir de nouvelles chaînes de montage. D'accord, c'est pour lancer la machine. Mais ça soulève la question de l'unité. L'Europe se mobilise, mais est-elle vraiment unie? C'est là que les fractures apparaissent. Des pays comme le Danemark ou la Pologne maintiennent un soutien sans faille. Mais ailleurs, c'est plus compliqué. En Allemagne, par exemple. Oui, l'Allemagne qui subit pourtant une augmentation du sabotage hybride sur son sol. Exactement. Et malgré ça, Tino Chrupala, du parti AfD, demande formellement le retrait de 40 000 soldats américains d'ici 2029. Il prône un désengagement. Et plus à l'est, on a la Hongrie. Viktor Orban bloque un prêt de l'UE de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Nos sources indiquent qu'il a déclaré ne pas considérer Poutine comme un agresseur. Ce qui paralyse complètement les institutions européennes. Face à ces blocages politiques, que disent les réseaux sociaux en Europe? Comment réagissent les citoyens selon l'analyse de Stylo News? On observe un vrai paradoxe. D'un côté, il y a un fort soutien à la solidarité avec l'Ukraine, mais de l'autre, une anxiété grandissante. L'audience européenne a peur du débordement des drones sur son territoire et ressent une fatigue face au coût financier de la guerre. Et cette fatigue, elle est aussi liée à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et au Moyen-Orient. Tout est connecté. Comment le conflit au Moyen-Orient influence-t-il l'Europe? C'est mécanique. Le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran fait grimper les prix du pétrole. Et comme la Russie exporte vers l'Asie, ce pétrole plus cher aide directement l'économie russe. Ça atténue l'effet des frappes ukrainiennes sur les terminaux russes, en gros. Absolument. Et diplomatiquement, ça détourne l'attention.
L'administration américaine du président Donald Trump priorise le Moyen-Orient. Avec une approche très transactionnelle, si on lit bien les rapports, les États-Unis seraient prêts à offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine, mais seulement si l'Ukraine saque la région du Donbass. C'est la position relayée par nos sources, oui. L'idée serait de clore le dossier européen rapidement. Et face à ce possible désengagement, l'Ukraine a fait un mouvement stratégique assez fou. Ils ont signé un accord de défense de 10 ans avec le Qatar. C'est quand même une ironie tragique, non? L'Ukraine est tellement testée au combat qu'elle devient le fournisseur de technologies anti-drones pour les pays du Golfe. Si on relie ça au contexte global, c'est très logique. Les pays du Golfe sont menacés par l'Iran. Or, l'Ukraine développe et teste en temps réel des intercepteurs contre ces mêmes drones iraniens utilisés par la Russie. C'est un laboratoire d'innovation à ciel ouvert. Mais pour revenir aux États-Unis, cette pression pour trouver un accord rapide, elle vient aussi d'un climat intérieur très tendu. Oui, les rapports soulignent une polarisation extrême. Pour vous donner une idée, des militants de gauche aux États-Unis sont désormais ciblés comme des terroristes nationaux par l'administration. Ce qui montre bien que chaque décideur agit sous la pression de ses impératifs politiques internes. L'administration américaine veut une victoire rapide et Zelensky refuse de céder son territoire sans garantie concrète. Exactement. Ce qui nous amène à nous demander où tout cela nous mène, à court terme. C'est la grande question. Sommes-nous plus proches de la paix ou d'une escalade incontrôlable? On a vu que le président ukrainien a proposé un cessez-le-feu pour la période de Pâques. Oui, accompagné d'une trêve mutuelle spécifique sur les infrastructures énergétiques. Et des diplomates russes sont attendus à Washington. Donc ça discute. Ça discute, mais les négociations officielles sont au point mort. Les rapports de renseignement estiment qu'une paix durable à court terme est hautement improbable. La Russie maintient une forte pression tactique sur Pokrovsk. L'objectif actuel reste la coercition pure. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent suivre ça de près, quels sont les événements clés à surveiller dans les jours à venir? L'analyse identifie 4 points majeurs. D'abord, le 8 avril 2026, avec la loi de programmation militaire française. On verra comment ils ajustent leur budget face aux drones. Ensuite, il y a le 12 avril. Oui, les élections nationales en Hongrie. Le résultat impactera directement le déblocage des fameux 80 milliards d'euros de l'UE. Et pour les négociations sur le cessez-le-feu de Pâques? Ce sera autour du 16 avril. Enfin, il faudra surveiller l'attribution des contrats de sécurité du DCSA aux États-Unis, ce qui affectera la préparation de leur main-d'œuvre de défense. C'est une quantité d'informations vraiment incroyable que nous venons de synthétiser. Et c'est cette capacité à croiser les données du champ de bataille avec la diplomatie mondiale qui est rendue possible grâce à Stylo News. Tout à fait. L'application mobile et de bureau permet vraiment de personnaliser ses propres bulletins de renseignement à partir de centaines de sources d'informations traditionnelles et du réseau X. Donc, pour notre audience, si vous voulez avoir accès à ces actualités propulsées par l'IA à la demande, il suffit de se rendre sur www.stylonews.com. Un grand merci à tous pour votre écoute attentive aujourd'hui. D'ailleurs, si certaines régions ou certains sujets vous intéressent pour de futures analyses, n'hésitez pas à nous les suggérer en suivant Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. Et pour conclure, j'aimerais laisser notre audience avec une réflexion ouverte. Nous voyons aujourd'hui des alliances de défense fondées sur la technologie de l'IA et les données de drones en temps réel. La question qui se pose pour demain est vertigineuse. Que se passera-t-il lorsque la vitesse de l'innovation militaire automatisée dépassera complètement la vitesse de notre diplomatie humaine? C'est une pensée qui donne vraiment à réfléchir. Si les machines vont plus vite que le temps nécessaire pour s'asseoir à une table de négociation, tous nos repères risquent de changer. Merci encore à tous et à très bientôt pour un nouveau décryptage en profondeur de l'actualité mondiale.